16h30, 17h, podcast plus sur BX1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. On est ensemble une fois de plus pour une plongée dans l'actualité des créations sonores et radiophoniques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Aujourd'hui, l'actualité est chaude puisqu'on reçoit Silex, le podcast plus chaud que le climat. Silex, ça commence comme ça. En août, 12 jeunes entre 15 et 20 ans convergent depuis les 4 coins de la Belgique pour se retrouver à Ans-sur-Lesse. Pour un camp climat, ils et elles y passent 5 jours à s'interroger, à échanger sur des questions liées à la justice climatique, à la justice sociale, à l'alimentation et à la mobilisation citoyenne. Et heureusement pour nous, sur ce camp, il y avait aussi la SBL Comme un lundi, qui n'en a pas perdu une seule miette sonore. Le résultat, c'est donc Silex, un podcast en 4 épisodes, réalisé par la SBL Comme un lundi en collaboration avec le CNCD 11-11-11. Et pour en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi en studio Sarah Segura de Comme un lundi et Mao Serfontaine, l'un des jeunes qui a participé au camp climat, qui a donné lieu à Silex. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Merci. Bonjour. Comment ça va ? Bien, et vous ? Ça va, super, merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir répondu positivement à l'invitation aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que vous pouvez faire un peu la genèse du projet, me dire comment s'est lancé ce podcast Silex ? Silex a commencé par un camp climat qui a été organisé par le CNCD 11-11-11. C'était la 2e édition d'un camp climat à Ans-sur-Lesse. Et donc, dans le cadre de ce camp climat, le CNCD est venu vers nous en nous demandant si on était intéressé de faire un atelier podcast. Mmh. Et ça nous a semblé pertinent de travailler plutôt sur toute la durée du camp et pas juste sur un atelier qui aurait été comme une animation parmi tant d'autres durant le camp. Mmh. On avait vraiment envie de garder une trace de tout le camp, des échanges qu'il y avait entre les jeunes aussi en dehors des animations et d'avoir comme ça un peu une photographie de toute la semaine du camp climat. Ok. Pourquoi c'était intéressant et important de garder une trace selon toi, Sarah ? Ce qui nous a plu dans le projet et ce qui motive un peu aussi tous nos projets comme un lundi, c'est quand il y a de la rencontre et donc quand il y a des profils différents qui sont réunis autour d'une thématique. Et là, pour le coup, c'était la question du dérèglement climatique et on trouvait ça intéressant d'avoir justement ces profils différents de jeunes qui venaient de partout en Belgique. Et d'avoir justement le processus de réflexion qui se déroulait au fil de la semaine, comment tout ça percolait au fur et à mesure, et les échanges qu'ils pouvaient avoir entre eux aussi. Ouais. Voilà. Mao, toi, tu es donc un des jeunes concernés, et plutôt que de te demander de te présenter là maintenant, on va écouter le premier extrait de Silex dans lequel tu te présentes. Donc on apprend à te découvrir toi dans cet extrait, mais aussi Cole et Mamadou qui sont 2 autres jeunes du camp climat. On écoute tout de suite le premier extrait de Silex. Le meilleur des podcasts sur BX1. BX1. Vous écoutez Silex. Moi, c'est Mao Serfontaine, j'ai 18 ans, et donc je viens de Mons. J'aime beaucoup la photo, je fais pas mal ça de mon temps libre. Premier jour, là, on est au bout de 2 jours au camp climat. Je dirais que ça se passe plutôt bien. Je m'attendais à un public peut-être un peu plus homogène, un peu trop le même milieu social, donc de parents sensibilisés, tout ça. Et en fait, je suis agréablement surpris que ce ne soit pas le cas, que ce soit aussi des gens qui ne s'y connaissent pas. Ça crée des échanges qui sont assez productifs. Je m'appelle Cole, j'ai 17 ans, je viens de Dinan, et ce qui me représente, ce sont beaucoup les jeux vidéo. Pour moi, d'être ici, c'est un peu dur, parce que c'est pas que je m'intéresse pas au climat, c'est juste que je me suis jamais posé de questions là-dessus, et c'est mon assistante sociale qui a envoyé des messages à ma sœur et qui m'a dit qu'il y avait un camp et qu'il fallait que je fasse quelque chose de mon été. Donc on s'est dit, on va me mettre là, quoi. Parfois, je suis mal à l'aise dans le groupe parce que j'ai un peu l'impression de moins savoir qu'eux. Quand je les entends parler, argumenter, faire des débats, moi, je suis pas là-dedans. Du coup, je comprends pas toujours. Du coup, parfois, oui, ça m'arrive fait souvent d'être larguée. Franchement, un moment donc, par rapport au climat qui m'est marqué, je pense que ce serait dur à situer parce que comme j'ai un peu baigné là-dedans depuis longtemps, j'ai eu des déclics par rapport à d'autres causes. Par exemple, c'est tout ce qui est la cause des migrants, tout ça. Ça, j'ai eu des déclics parce que notamment, on a eu des migrants qui ont logé chez nous pendant tout un temps. Mais je pense que c'est pas du tout loin de la question climatique parce que on peut parler de réfugiés climatiques dans les années à venir, déjà maintenant même.
Et donc là, il y a des déclics parce qu'on rencontre des gens qui sont impactés directement et par un système qui ne marche plus. En Afrique, je pense même pas actuellement, s'il y a parti par là des groupes petits qui font des trucs, mais moi, lorsque j'étais là-bas, on ne parlait pas du tout de ça, nous. Parce que nous, on a des forêts qu'on ne peut même pas rentrer dedans, si je peux dire comme ça. Moi, je n'ai jamais. Il n'y a pas beaucoup d'usines qui polluent ou il n'y a pas beaucoup de trucs électroniques. On n'a pas, non. Nous, on récolte beaucoup, mais on le vend. Une fois, je suis allé au supermarché, il y avait des cacao qui se vendaient ici et c'est écrit Guinée. Et on me dit, ouais, ça vient de la Guinée-Conakry. Je dis non, c'est impossible. Et d'ici, c'est écrit, ça vient de la Guinée-Conakry. C'est nous qui produisons, mais moi qui étais là-bas pendant 15 ans, jamais vu. Je connaissais pas. Ça m'a vraiment étonné de dire que nous, on produit, mais les habitants ne savent pas. Silex. Le meilleur des podcasts sur BX1. Alors, on est de retour en studio avec Sarah et Mao pour parler du podcast Silex. Mao, une des choses que tu dis dans cet extrait qu'on vient d'entendre, c'est que tu t'attendais pas forcément à trouver un groupe qui était aussi hétérogène. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur qui étaient les personnes qui formaient ce groupe et comment elles étaient arrivées là ? Il y avait beaucoup de profils, donc déjà ça je le dis un peu dans le podcast, mais je trouve vraiment que ça c'était vraiment très intéressant parce qu'on avait des gens vraiment plus sensibilisés, un petit peu un pool comme ça de gens qui avaient des parents qui baignaient déjà un peu plus dans des milieux qui touchaient à des thématiques sociales ou climatiques. Et puis je trouve qu'il y avait des profils très particuliers comme Mamadou, je trouve que c'est un profil qui ressort fort parce que c'est quelqu'un qui est réfugié, donc qui arrive là sur base volontaire en plus, parce qu'il s'intéresse à la question climatique, parce qu'il n'en a jamais entendu parler, mais il a une histoire aussi qui est... je veux dire, lui, il a vécu aussi ce que c'est, je veux dire, les luttes sociales, il a été touché par des choses contre lesquelles on lutte. Il explique dans le podcast Voilà. qu'il est arrivé de Guinée-Conakry, qu'il est arrivé il y a 4 ans, je crois, en Belgique, donc quand il avait 15 ans. Ouais. Puis il y a Cole aussi, qui était là, pas vraiment sur base volontaire, mais je pense que ce qui était impressionnant, c'est de voir aussi comme, même si il n'était pas là sur base volontaire, il faisait l'effort de s'intéresser, et puis à la fin, il était quand même marqué par tout ce qu'il avait appris. Et puis par exemple, je dirais aussi Simon, qui est là, c'est autre chose encore, là c'est encore l'opposé, c'est... En fait, super balèze, déjà vraiment très engagé. Simon, il est engagé dans donc, Youth for Climate. Youth for Climate et Au niveau de l'ONU. au niveau de l'ONU aussi. Ouais. Donc voilà, là c'était un autre niveau d'engagement que certains d'entre nous, et c'était aussi intéressant de l'avoir, quoi. On avait vraiment de tous les profils et ça créait des échanges super intéressants. Ouais, profitons du fait que tu sois là pour parler de toi. Du coup, Mao, comment toi tu définirais où est-ce que tu placerais ton niveau de conscientisation par rapport à ces thématiques climatiques et puis de justice, donc climatique mais aussi sociale ? Je pense que du coup j'ai parlé un peu d'un pool de gens qui avaient baigné dans un milieu qui touchait à ces thématiques, et je pense que j'en fais partie, mais que donc via mes parents principalement. Et après, je dirais que j'ai pas encore, même encore maintenant, franchi tout à fait le pas d'être totalement engagé, si je dois être tout à fait honnête. Après, c'est quelque chose que je veux faire. Là, j'aimerais bien parler des réseaux ADES, parce que c'est là que je compte peut-être commencer un engagement plus actif, régulier et actif. Donc les réseaux ADES, c'est un réseau militant qui travaille sur les questions de domination un peu en tout genre, donc les questions de genre, les questions de justice sociale, les questions de justice climatique. Et ce qui m'intéresse, c'est que déjà à leur échelle, ils essayent de mettre en place une alternative. Donc voilà, là mais pour l'instant, c'est là que j'en suis. Je vais aller
vers ces réseaux-là, parce que je sais que c'est ça qui m'intéresse. Et ce qui était vraiment chouette avec le camp climat, c'est que ça a ouvert tous ces... il y a là que je peux m'engager, il y a telle manière de telle manière je peux m'engager. Puisque moi, c'était la question de l'engagement que je venais chercher au camp climat. Ouais, on en parlait juste avant de rentrer dans le studio. Tu me disais que ce qui était intéressant aussi avec ce camp et donc avec ce podcast, c'était le fait de se retrouver en groupe dans des thématiques face auxquelles on peut se sentir un petit peu seul parfois. Ouais, tout à fait. Ça, c'est la grande force, je pense, du camp climat. Et c'est avec des jeunes aussi. Parce qu'on rencontre beaucoup de gens de tout âge, mais en même temps, toute la semaine, on est entre jeunes qui, peu importe la manière dont ils le font, ils s'intéressent quand même aux thématiques sociales et climatiques. Donc, ça crée une dynamique. Est-ce que, en tant que jeune, du coup, tu as l'impression qu'on te parle et on t'écoute aussi par rapport à cette thématique de la lutte pour le climat et des luttes en général? Est-ce qu'on vous laisse la parole assez, en fait? Alors, je ne sais pas si on nous laisse la parole assez, mais j'ai l'impression que quand même, ça évolue et qu'on l'a de plus en plus. Et j'ai l'impression aussi que c'est beaucoup les jeunes qui ont poussé ces barrières, parce qu'on a eu les mouvements Youth for Climate qui ont commencé par des manifestations où des jeunes n'allaient pas à l'école. Ça a ouvert des premières portes. Ça continue de pousser. Ouais. Et ça continuera de pousser d'ailleurs pour qu'on ait la parole. Après, on n'est pas tout seul. Je dis pas qu'il y a que les jeunes qui poussent pour que les jeunes aient la parole. Je veux dire, le camp climat, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Et je pense que oui, de plus en plus, on aura la parole. Et après, est-ce que maintenant, tout de suite, ça, je suis pas capable de répondre vraiment si on a assez la parole. Mais... on va vous la donner encore un peu plus. Merci beaucoup, Mao et Sarah, pour ces premières réponses. Podcast Plus sur BX1 en DAB+. BX1. Alors, dans l'introduction, je disais que c'était un podcast qui parlait surtout de climat. C'est pas tout à fait vrai, ou en tout cas pas que. Une des choses qu'on voit qui arrive assez rapidement dans le podcast, c'est qu'en fait, on parle de climat, mais aussi de justice sociale, de questions de genre, de racisme, un peu de tout ça. Comment c'est arrivé, en fait, ces différents sujets? Est-ce que vous aviez planifié que ces discussions, ces réflexions allaient s'étendre dès le départ, ou alors c'est quelque chose qui est venu naturellement, ou de la part des jeunes, ou... Il y a un peu de tout, j'ai l'impression. Il y a les deux. Il y a à la fois le programme qui avait été établi par le CNCD, donc dans le cadre des animations, des intervenants, mais il y a aussi, je pense, les jeunes qui venaient avec leurs bagages et leurs questions et leurs préoccupations, et qui donc rencontraient aussi les préoccupations des autres, et donc ils échangeaient aussi assez spontanément sur ces questions-là, en faisant des ponts toujours aussi, parce que déjà, par le profil des jeunes, on était obligé d'aborder ces questions de justice climatique et de justice sociale. C'était impossible de passer outre. Et donc, c'est un peu un mélange de tout, à la fois du programme préétabli et pensé par le CNCD, et à la fois le profil des jeunes, et puis les discussions qui s'enclenchaient. Ouais, et puis je pense, pour juste compléter ce que dit Sarah, ou juste redire ce qu'elle a dit autrement, mais j'ai l'impression que pour parler de justice climatique, c'est un peu impossible de parler de justice climatique sans aborder tous les autres thèmes. En fait, peu importe le profil de jeune, c'est tellement... Comment ça se fait que c'est indissociable? J'ai l'impression que si on veut en parler correctement, en tout cas de justice climatique, il faut élargir le sujet à tous ces autres principes, que ce soit de domination, donc que ce soit au niveau donc de justice sociale, tous les rapports sociaux, parce que c'est un briquet. Je veux dire, les deux on joue toujours à peu près sur les mêmes thèmes. Et si dans une lutte climatique, on n'embarque pas tout le monde et on ne rassemble pas les gens, on va droit dans le mur tout autant que si... je veux dire que si on ne faisait rien, entre guillemets. Il faut vraiment que ça soit... qu'on essaye de rassembler le plus de monde possible sous cette cause. Il y a des exemples assez concrets dans le podcast qui viennent notamment des différents intervenants, intervenantes dont tu parlais. Par exemple, cet exemple de l'isolation des logements sociaux. Voilà, ça c'est un exemple parfait d'intersection de ces différents problèmes, quoi. Oui, parce qu'on peut mettre des gros pulls tant qu'on veut. Si l'isolation de l'appartement elle est pas bonne, on va avoir très froid quand même. Et je pense aussi à la taxe carbone qu'on a abordée avec Céline Limenoeus,
Et d'ailleurs, Céline Limoneux, ce qui m'a bien marqué pendant ce camp, parce que c'était une interview très, très intéressante. C'est qui, elle fait quoi? Tu peux Donc, nous dire un petit peu? c'est la présidente des services sociaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles, je pense. Ouais. Et donc, elle était venue nous parler de justice sociale et mise en rapport avec la justice climatique, justement. Et sur la taxe carbone, elle prenait... sa position par rapport à ça, c'était que... de ce que j'en ai compris, parce que je ne voudrais pas... Mais c'était que... donc en fait, en créant une taxe qui serait... que seules certaines couches de la société seraient capables d'assumer, en fait, ça crée un clivage entre les différentes couches de la société. Et ça, c'est un problème, parce que du coup, les couches qui ne sont pas capables d'assumer cette taxe se sentent inexistantes, pas prises en compte. Et là, on a un souci, parce que les membres de ces couches sociales-là veulent peut-être s'engager dans la cause climatique, mais sans sentir dégagés par une taxe, ça les freine sans doute. Et je trouve que c'est vraiment important d'à chaque fois qu'on prend une mesure, se demander est-ce qu'on peut l'appliquer à tout le monde, ou en tout cas à une grande majorité, et notamment aux plus précarisés. Oui, c'est la question de l'étalon. Hein. Qu'est-ce qu'on prend comme étalon, comme norme, pour faire appliquer ensuite des actions. Et je crois que ce que Céline dit dans le podcast, c'est en gros, il faudrait pour elle que l'étalon, ce soit la mère célibataire, venant d'un milieu plus populaire. Avec 2 ou 3 enfants. Voilà, avec plusieurs enfants, plutôt que l'homme blanc classique qui va avoir un revenu, disons, classe moyenne. Voilà. Donc c'est ce qu'elle dit. Et effectivement, elle l'explique bien mieux que nous deux réunis dans le podcast. Exactement. En parlant du podcast, je vous propose qu'on écoute tout de suite le 2e extrait du podcast Silex. Podcast Plus sur BX1 en DAB+. BX1. Vous écoutez Silex. Dans 10 ans, c'est une bonne question. Je me vois peut-être comme un avocat pour le climat ou dans la politique, je ne sais pas encore. Dans 10 ans, j'espère être quelqu'un qui a plus d'impact, qui est quelqu'un qui est influent et légitime et crédible auprès des décideurs politiques, si pas un décideur politique. Je vais gagner le trophée de meilleur comédien au monde. J'ai 3 envies. Je pense que la première, ce serait d'être flic et de pouvoir faire changer les choses. La deuxième, ce serait de vivre aux États-Unis et de devenir criminologue. Ou la troisième, ce serait de rentrer à l'armée. Essayer vraiment d'avoir une entreprise qui respecte l'environnement et peut-être même, si un jour j'ai d'autres concurrents, les inciter à faire comme ça. Dans 10 ans, j'aurai 26 ans. Moi, je veux pas une vie commune. Je veux pas d'enfants. Je suis pas sûre de vouloir me marier. J'ai envie de voyager, de rencontrer les gens, le monde. Où est-ce que je me vois? J'aurais sûrement fini mes études. Et je sais pas, j'ai pas envie de savoir. – 16h30, 17h, Podcast Plus sur BX1. Voilà, où est-ce qu'il se voit, où est-ce qu'il et elle se voient dans 10 ans? Je trouve que c'est un des moments un peu touchants du podcast aussi, parce que là, on a beaucoup parlé de politique, de groupes, de collectivités, de théories, mais il y a aussi quelque chose qui relève plus de l'intime dans ce podcast Silex. Et une des choses qui permet ça, d'après moi, mais corrigez-moi si je me trompe, c'est aussi ça se trouve dans le processus de création. Donc il y a effectivement une prise de son des discussions qui ont lieu entre les différents jeunes, il y a une prise de son des différents intervenants, intervenantes, et puis il y a quelque chose qui relève un peu du carnet de bord ou du journal intime, où là on a l'impression que vous tendez directement le micro aux jeunes, enfin vous leur donnez en fait le micro, vous leur tendez pas, pour qu'ils puissent s'enregistrer eux-mêmes et elles-mêmes. Sarah, tu peux nous dire peut-être quelques mots là-dessus? C'est sûr qu'à Comme un lundi, nous, c'est notre habitude. On fait de la participation, donc l'idée, c'est pas juste de faire à la place des gens ou de leur tendre un micro, mais de leur donner aussi les outils pour qu'ils puissent aussi se les approprier.
dans une certaine mesure en tout cas. Et donc pour nous c'était essentiel qu'ils puissent aussi eux s'approprier l'outil pour qu'ils comprennent aussi déjà comment ça fonctionne la radio, qu'ils comprennent ce qu'il y a en jeu aussi quand on se rencontre et quand on les enregistre. Et aussi, ça crée plein d'autres moments super intéressants en termes de matière, parce que c'est des éclairages différents sur le camp également. Ouais. Mais la participation, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre approche à Comme un lundi. Et c'est quelque chose qu'on a du coup appliqué aussi dans ce cas-ci. Voilà. Et qu'est-ce qui sortait un petit peu de ces confessions un peu plus intimes de quand les jeunes prennent le micro directement ? C'est quoi la différence par rapport vraiment au cadre de l'interview plus fixe ? Disons qu'on avait il y avait différents types quand même. Il y avait des entretiens en solo aussi. Et ça, c'était assez important d'avoir aussi ces moments en solo parce que justement, notamment par rapport à Mamadou, les autres ne savaient pas, par exemple, qu'il était réfugié, qu'il n'avait pas de papier. Et c'était super important pour lui de préserver ça. En fait, d'être comme un autre, d'être un jeune comme un autre dans le groupe. Et c'était hyper important qu'on préserve nous aussi ça en tant qu'intervenant radio dans ce cadre-là. Mais par contre, ça lui permettait à lui quand même de déposer qui il était et avec quoi il venait là. Et donc, ces moments-là étaient aussi très, très précieux. Et puis, les moments informels, il y avait aussi une partie ludique. Il y avait un côté jeu, il y avait un côté du coup, je m'exerce à poser des questions à mes comparses d'aventure, à moi-même peut-être me confier sur quelque chose qui m'a marqué dans la journée. Chaque voix compte aussi de cette façon-là. Et ceux qui n'étaient pas forcément à l'aise en interview, etc., avaient de la place du coup aussi pour exister de cette façon-là en journal de bord. Et donc, on multipliait comme ça les différentes façons d'intervention possibles pour que tous les jeunes puissent se sentir à l'aise, en fait. Ouais. Est-ce que toi, tu avais déjà utilisé ce médium sonore, la radio ou le podcast, Mao, avant ce camp ? Non, pas vraiment. Enfin, peut-être une ou deux fois, mais vraiment très... pas aussi intensément et aussi longtemps. Mais du coup, c'était chouette aussi d'avoir directement dans la main, pouvoir le faire nous-mêmes, quoi. Qu'est-ce que ça t'a permis ? Qu'est-ce que ça t'a apporté, le son ? Qu'est-ce que ça en a attiré ? Moi, je trouve que c'est vraiment ce qui était chouette avec le podcast. C'était un fil rouge, quoi. Tout le long, ça venait nous raccrocher au camp. Ouais. Les moments plus informels, tu souffles, parce que c'est aussi un camp où on te bombarde un peu d'informations, pas toujours les plus réjouissantes du monde, hein, mais qui sont importantes à avoir. Et du coup, je pense que ça mettait aussi un côté vraiment ludique, parce qu'il y a aussi un aspect de création. Ouais. Et du coup, tu sens que tu crées un podcast, mais comment ça marche ? Il y a quelque chose d'un peu plus technique, un peu moins dans la réflexion. Et moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, en tout cas. Ouais, puis il y a cette idée de laisser une trace aussi et de pouvoir faire écouter le podcast à d'autres personnes. Donc le podcast peut devenir à la fois moyen d'action, enfin passage à l'action, et puis en même temps médiation, et puis sensibilisation. Enfin, il y a énormément de choses qui sont possibles par rapport à ce podcast que moi je trouve aussi fortement justement ancré dans la réalité, dans le passage à l'action, etc. Et c'est quelque chose qu'on entend très fort dans le 3e extrait de Silex. Donc je vous propose qu'on l'écoute tout de suite et on en discute un petit peu après. Podcast Plus sur BX1 en DAB+. BX1. Vous écoutez Silex. Oui, alors me mettre en action, oui. Je pense que de plus en plus, même des actions un peu violentes, même un peu... aller chercher... peut-être pas de la violence surhumaine, mais montrer... un sabotage. En fait, on sabote un système parce que ce système ne marche plus et qu'à un moment, en fait, il faut que ça bouge. Non, franchement, moi, j'aimerais bien bouger des trucs comme ça. Moi, ça me plaît de bouger, de faire des trucs comme ça. Mais des fois, même hier, je me dis... faut pas aller trop parce qu'avec ta situation, faut pas t'effacer avec le gouvernement, etc. Espèce de moments hors temps qu'on prendrait en dehors de nos vies quotidiennes. Il y avait vraiment aussi l'idée de se dire comment on peut se mettre en action par après. Et donc, c'était quand même déjà là dès le départ. Et nous, on savait qu'on voulait absolument avoir cette étape-là aussi en son après. Ouais. Donc, pour nous, ça l'était dès le départ, en tout cas. Et comme tu le disais, Mao, il y avait aussi ce côté un peu... on nous a bombardé d'informations dans le podcast. On entend plusieurs d'entre vous dire en fait, là, il y a beaucoup de chiffres. Là, on a fait une fresque climat. Là, il y a de la théorie. On n'en peut plus, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est du concret. Et c'est peut-être aussi ça, la force de la jeunesse, de pouvoir se dire... bon, allez, là, on a besoin que ça bouge rapidement.
Ouais, et en même temps, je pense que si t'es pas outillé un minimum, tu vas pas très loin, parce que c'est des questions qui sont tellement complexes qu'il faut obligatoirement se documenter un peu, parce que sinon, ta démarche dans l'action, elle sera inintéressante, parce que tu vas t'attaquer à un mini truc qui en fait ça n'a pas beaucoup d'impact, alors qu'une action, et ça c'est quand même, on a eu des animations qui allaient vers le militantisme, notamment par Quinoa, donc qui donnait une animation nos droits face à la police. Et voilà, une action militante, si tu l'amènes, tu sais pourquoi tu l'amènes et tu sais ce que tu mets en jeu et tu l'acceptes ou non. Et ça, c'est le choix que tu dois faire. Mais du coup, il faut être un peu documenté sur ce pourquoi tu combats, parce qu'alors ça te permet de jauger aussi. Tiens, moi je suis prêt à aller jusqu'à, saboter quelque chose et risquer de me faire choper. Et ben voilà, j'en assume les conséquences. Ou en fait non, moi alors et c'est pas grave. Il y a pas du tout, il y a pas une échelle de ce qui est mieux ou moins bien de faire. Mais alors je vais peut-être faire autrement. Moi je vais aider à la logistique un peu derrière, et il y en aura d'autres qui eux seront peut-être prêts à aller faire le truc. Et